Bonjour, je suis le professeur Brahima Tunkara. Je suis le directeur de l'Institut supérieur de formation et de recherche appliquées. Comme vous le savez, l'Institut supérieur de formation et de recherche appliquées, c'est l'une des toutes premières écoles doctorales au Mali ici, qui a été imaginée par les pères de l'indépendance depuis les années 80. Il s'agissait de créer au sein des départements d'enseignement et de recherche de l'INSUP, de l'IPR, de l'École nationale d'ingénieurs, des centres de pédagogie universitaire qui aident les enseignants à se parfaire, en plus de la maîtrise de leur matière, d'avoir la pédagogie pour transmettre à la nouvelle génération. Et donc, ces centres de pédagogie universitaire ont été regroupés pour créer l'Institut supérieur de formation et de recherche appliquées, où toutes les disciplines se retrouvaient. Et ça, c'est vraiment une anticipation au niveau de la sous-région et même de l'Afrique francophone. Parce qu'aujourd'hui, avec la massification, nous devons former tous les enseignants. Et c'est des milliers d'enseignants. Et donc, regrouper toutes les ressources pédagogiques au sein d'un centre qui va prendre en charge la formation des enseignants, c'est important et c'est une anticipation importante. Donc, mais pendant son évolution, l'Institut a formé dans les doctorats et il y a eu un glissement important, c'est-à-dire on s'est intéressé aux disciplines scientifiques plus qu'à la pédagogie. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans la réforme principale qui a marqué l'enseignement supérieur au niveau de l'Afrique et même au niveau de l'Europe, qui s'appelle la réforme licence, master, doctorat. Adopter la réforme licence, master, doctorat, c'est une mondialisation, c'est rentrer dans la mondialisation de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que nous, pays africains, nous avons droit à respecter les mêmes standards que tous les pays du monde, les pays développés. Parce que nos étudiants vont dans ces pays, si nous n'adoptons pas les standards de qualité, ils ne vont pas accepter nos étudiants. C'est pourquoi, dans la formation des formateurs, nous commençons par discuter avec eux, puisque c'est une formation d'adultes, des contextes même de la réforme licence, master, doctorat, qui est une réforme non seulement pédagogique, mais une réforme de la gouvernance. Alors, pourquoi donc on doit former, voilà le plan de présentation. Je vais discuter un peu pourquoi une formation des enseignants en pédagogie universitaire. Normalement, les enseignants, chercheurs sont capables normalement de transmettre leurs connaissances à leurs étudiants. Mais ils ne peuvent pas l'apprendre de manière naturelle. Il faut qu'ils soient formés pour. Aujourd'hui, tout est professionnalisé. Donc, il faut bien que les enseignants aussi connaissent les exigences pédagogiques de la réforme. Donc, j'ai dit que la réforme LMD a plusieurs exigences, mais les exigences pédagogiques, nous allons en parler parce que c'est la vocation de notre institution qui est devenue aujourd'hui l'Institut de pédagogie universitaire. Ensuite, ces exigences s'expriment souvent à travers un slogan que tous les enseignants ont adopté: apprendre autrement, planifier autrement, enseigner autrement et évaluer autrement. Donc, la réforme a amené ce nouveau mode de pensée qui est de faire en sorte qu'on enseigne autrement, qu'on planifie autrement et qu'on apprenne autrement. Donc, à la fin de ce module, chacun des participants doit être capable de retracer les différentes étapes de l'adoption de la réforme LMD. Comment c'est arrivé dans notre contexte? Présenter et argumenter les différentes innovations apportées par la réforme. Parce que si vous ne connaissez pas les concepts de base qui sont derrière la réforme, vous avez beaucoup de chances de ne pas bien l'appliquer. Vous pouvez appliquer la démarche séquentielle sans savoir derrière quels sont les principes pédagogiques que vous défendez. Présenter donc et argumenter les différentes innovations apportées par la réforme. Et nous allons voir quelles sont les innovations qu'on a introduites au niveau de la planification, au niveau de l'enseignement, au niveau de l'évaluation des étudiants, etc. Donc, nous nous attendons à ce que vous sachiez conceptualiser également les changements pédagogiques et les mettre en relation avec les anciennes pratiques. La meilleure manière d'apprendre une innovation, c'est de la comparer aux anciennes pratiques et de voir les avantages et les inconvénients de chaque pratique. Vous allez être capable aussi d'évaluer l'ingénierie pédagogique de vos institutions.
sur la base des critères de référence et de qualité, notamment les critères de référence qui sont répertoriés dans les référentiels CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Pourquoi une formation en pédagogie des enseignants du supérieur? Aujourd'hui, comme vous le savez, on recrute sur tous nos campus beaucoup d'enseignants n'ayant reçu aucune formation pédagogique préalable. Ils ont appris leurs disciplines telles que la chimie, la physique, la géographie, mais comment transmettre cela aux apprenants? Quels sont les principes et les comportements à adopter pour optimiser leur enseignement? Ce n'est pas leur métier, ils ne l'ont pas appris. Ils devraient l'apprendre dans les écoles de formation, mais malheureusement, il y a eu beaucoup de glissements où on s'est intéressé à la discipline, aux préoccupations disciplinaires plutôt qu'aux manières de transmettre. Pourtant, comme je l'ai dit dans l'introduction, les pères fondateurs avaient prévu ces dispositifs pour former les enseignants. Mais comme je l'ai dit, il y a eu des glissements. Les CPS donc, ont été regroupés, et je me répète, à travers l'ISPRA, qui est l'une des premières écoles doctorales en Afrique. Je ne cesserai de le répéter. Donc, le contexte dans lequel la réforme est intervenue, après les indépendances, la plupart des pays francophones avaient comme référence des systèmes français. Par contre, la France elle-même n'avait pas, jusqu'en 1989, adopté une réforme, la réforme qui a été imposée par l'Europe. Parce que l'Europe voulait créer un espace européen de l'enseignement supérieur. Dans tous les espaces régionaux aujourd'hui, on voudrait que les enseignants et les étudiants puissent se mouvoir dans l'espace. Et si vous voulez vous mouvoir dans l'espace, il faut respecter les standards dans un espace. Donc la France a été obligée, elle aussi, de rejoindre le mouvement qu'on a appelé le processus de Bologne. Mais ce système était déjà dans la plupart des pays anglophones et lusophones. L'ensemble des pays africains, donc, s'est senti interpellé. Nous ne pouvons pas rester en vase clos. Nous sommes obligés de coopérer avec le reste du monde sur le plan de l'économie du savoir. Aujourd'hui, il y a une économie du savoir qui est mondialisée. Nous ne pouvons pas rester en marge. Et vous allez entendre que beaucoup d'enseignants disent oui, nous allons à la réforme parce que tous les autres y sont allés. Mais moi, je pense sincèrement que c'est légitime. Parce que nous aussi, on a droit à un enseignement de qualité. Et sans cela, nos enfants seront exclus des systèmes les plus performants comme les centres d'excellence aux États-Unis, en France, en Russie, etc. Donc nous sommes obligés de nous adapter à la mondialisation. Donc ce n'est pas un mimétisme, c'est une réforme légitime pour moi. Parce qu'on a longtemps pensé que l'enseignement supérieur est un luxe pour les Africains. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas ma conviction. Je pense également que cette réforme, si nous arrivons à bien la négocier et à former des ressources humaines solides, nous serons très forts par rapport à la concurrence sur le marché mondial du savoir. Parce qu'il y a une grande concurrence à la matière. La manifestation de cette concurrence, c'est qu'il y a des consultants qui nous sont imposés de partout parce que nous n'avons pas ces profils bien formés ici. Donc les Africains aussi ont droit à un enseignement de qualité et de pertinence. J'insiste beaucoup sur les deux aspects. La réforme vise la pertinence et la qualité. La pertinence par rapport aux besoins de développement de nos pays, la pertinence par rapport aux besoins des étudiants eux-mêmes, la pertinence par rapport à leur insertion professionnelle. Et l'autre aspect, c'est la qualité. Et nous allons voir quels sont les indicateurs de qualité que nous allons exiger désormais quand nous sommes dans la réforme LMD. La réforme LMD n'a pas été décidée pays par pays, elle a été décidée au niveau régional. La conférence des recteurs des universités francophones a décidé qu'il faudrait mieux que les Africains se retrouvent pour aller en harmonie vers cette réforme. Le Conseil africain et malgache aussi a pris une décision ministérielle pour demander à chaque pays d'adopter aujourd'hui ce référentiel. L'UEMOA a pris une directive et la directive s'impose aux États. Tous les États ont transposé cette directive pour dire
nous acceptons de nous plier au respect des standards de qualité et de pertinence. Pertinence veut dire utile, qualité veut dire que on arrive à former des gens bien formés, hein, pas des têtes pleines, mais des têtes qui arrivent à se débrouiller vis-à-vis des problèmes du pays. Et la CEMAC aussi a adopté la réforme LMD. Elle est souvent en retard par rapport à l'Afrique de l'Ouest, mais cette fois-ci, la volonté politique a été la plus élevée. Parce que c'est les chefs d'État qui ont décidé que désormais, nos grades seront calibrés sur le référentiel LMD. Alors, beaucoup vont penser que le LMD, c'est une uniformisation de nos systèmes. Non, ce n'est pas une uniformisation, mais c'est un moyen de permettre la lisibilité et l'harmonisation. On n'est pas obligé de faire la même chose, mais on est obligé d'harmoniser de telle manière que un étudiant qui commence sa formation ici puisse la poursuivre ailleurs, parce que les grands contenus, les grandes unités d'enseignement, les compétences, désormais la notion de compétence devient importante ici dans la réforme LMD. Donc l'harmonisation a des exigences de qualité, je me répète, et de pertinence. L'harmonisation va instaurer une culture de l'évaluation également. Si vous prétendez que vos programmes sont en LMD, on va vous évaluer avec des critères bien précis, définis dans la réforme LMD, pour voir si vraiment vous respectez cela. Et donc, cela impose une culture d'évaluation dans notre système. Dans le LMD, il y a un concept qui est également important, c'est la professionnalisation. Et j'ai dit tout de suite qu'on a des exigences de pertinence par rapport au pays, mais par rapport à la personne même qui est formée. La professionnalisation. On vient à l'université, on vient dans une grande école pour apprendre un métier. Une des conséquences également de cette réforme, et qui est très positive, c'est la gouvernance. La gouvernance universitaire doit changer. Parce que partout dans le monde, l'un des principes de la gestion des universités, c'est, par exemple, la participation de tous les acteurs de l'université. C'est la liberté académique, c'est les libertés académiques. Et donc, si nous voulons nous aligner sur leurs standards, nous allons aussi accorder plus d'importance à ces questions de gouvernance universitaire. Les exigences de professionnalisation, je l'ai bien dit, je l'ai déjà dit, je me répète. Et l'une des exigences, et qui est à la base même de l'adoption du LMD, c'est la mobilité des enseignants et des étudiants. Vous devez désormais, en tant que formateur, savoir que vos étudiants vont pouvoir aller dans plusieurs pays étudier, hein, pas d'un trait, mais il faudrait donc qu'on mette en place des outils qui permettent cette mobilité. La mobilité des enseignants également. Nous sommes dans un espace où les nouveaux critères du LMD vont imposer qu'on ait des professeurs du rang magistral et en grande quantité. Hein, aucun pays ne peut se targuer d'avoir des centaines et des centaines de professeurs du rang magistral dans toutes les disciplines. Donc l'exigence du LMD va faire en sorte que nous fassions appel à des collègues de la sous-région et de l'international. Ce qui est une sorte de validation également de la qualité que nous visons. Donc la mobilité est un concept central de LMD. La pertinence, donc j'explique un peu la pertinence parce qu'elle est très très importante. C'est la raison d'être de notre enseignement. Elle est relative aux besoins d'épanouissement de la jeunesse. Si la jeunesse vient sur les campus pour étudier, elle a besoin de s'épanouir. Nous devons donc, pour être pertinents, nous adapter à cela. Les questions d'employabilité vont être mises au centre de notre travail. L'accès à des valeurs universelles. Aujourd'hui, nous avons des conflits sur les campus. Nous avons une exigence aujourd'hui d'amener notre jeunesse à adopter des valeurs universelles, universellement admises, les respects réciproques, les vivre ensemble. C'est des valeurs incontestablement adoptées par tout le monde et que l'école, l'enseignement supérieur doit pouvoir transpirer. Ça, c'est de la pertinence. Aujourd'hui, nous formons les gens en mathématiques, en physique et autres, mais dans leur comportement quotidien, ils empêchent tout le monde de travailler. Ça devrait être notre mission. C'est comme si nous ne sommes pas pertinents
Parce que nous avons un problème auquel nous sommes confrontés. Nous sommes la matière grise du pays, nous n'arrivons pas à donner des enseignements qui peuvent résoudre ce problème. Si nous arrivons à les faire, nous devenons beaucoup plus pertinents. La culture générale, en plus de la compétence professionnelle, les gens ont besoin d'être cultivés. Les compétences scientifiques, les compétences technologiques. Aujourd'hui, nos enfants se débrouillent pour apprendre les technologies sans passer par notre université. Au contraire même, ils apprennent souvent certaines techniques aux adultes. C'est le contraire qui devrait se produire. La pertinence est relative également aux nouveaux concepts qui sont en train d'émerger. Par exemple, le développement durable. Aujourd'hui, il faudrait que dans tout système d'enseignement supérieur, on prête une attention particulière aux démarches, au développement durable. La durabilité, les questions environnementales, ce sont des questions émergentes. Si l'école si l'université les prend en charge, elle devient de plus en plus pertinente parce que dans la vie réelle, ce sont les problèmes de ce genre que les sortants de nos écoles vont résoudre dans leur secteur. Vous ne pouvez pas former, par exemple, aujourd'hui un mécanicien sans lui apprendre comment gérer l'environnement de son garage, de manière à ce que les nuisances créées, par exemple, par les huiles ne soient pas là. Si vous prenez ça en compte, vous devenez beaucoup plus pertinent. Vous avez une raison d'être, vous êtes utile à la société. L'éducation à la citoyenneté, les universités ne s'en occupent pas. Le droit humanitaire, l'approche genre. Vous avez aujourd'hui beaucoup d'universitaires très calés. Dès qu'on leur parle des questions de genre, des disparités entre hommes et femmes, ils se mettent à vous nier ça. Alors que, normalement, un universitaire doit pouvoir analyser toute question sur le plan du genre, l'équité, l'inclusion. Ce sont des questions importantes que nos universités ne prennent pas en compte. Et donc, nous disons que nous ne sommes pas aussi pertinents que nous le sommes. Et sur le plan de la professionnalisation, c'est devenu une évidence. Tous les parents disent, vous êtes des boîtes à former des chômeurs. Donc, nous nous interrogeons en ce moment devant de telles affirmations sur la pertinence. La pertinence également par rapport à l'environnement technologique. Nous formons nos jeunes alors que nous savons aujourd'hui que l'environnement technologique évolue à une vitesse extraordinaire. Nous ne pouvons pas donc ignorer cet environnement. Donc, dans nos curricula aujourd'hui, nous devons prendre ces préoccupations en charge. Nous n'allons pas former des gens à calculer des choses à la main maintenant. Ou bien à gérer une université, la scolarité à la main. Nous devons évoluer en donnant des contenus à nos étudiants de telle manière qu'ils puissent optimiser leur travail par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Sinon, ils ne seront pas compétitifs sur le marché. C'est aussi simple que ça. Alors, donc nous avons dit exigence de pertinence, mais exigence de qualité. Exigence de qualité, on peut mesurer la qualité au niveau des différents compartiments du système. Notamment, dans un premier temps, quand nous adoptons une approche systémique, l'approche systémique consiste à analyser la réalité en 3 grands compartiments: les éléments d'intrant, les éléments de processus ou les modes opératoires et les éléments d'extrant, c'est-à-dire les résultats. Par analogie à une usine qui fabrique un objet. À l'entrée, il y a des éléments tels que le bois ou le fer ou l'acier, il y a les travailleurs, il y a les machines-outils. À l'intérieur, ce que j'appelle les processus, c'est les technologies que les ingénieurs ont pour mettre en œuvre tous ces outils. Et puis les résultats, c'est l'outil formé. Donc nous analysons également les systèmes d'enseignement supérieur sur ce plan pour dire que la qualité se mesure au niveau des intrants, au niveau des processus et au niveau des extrants ou des résultats. Parlant donc des infrastructures, des intrants, on peut évaluer un système en regardant un peu ses infrastructures. Est-ce que les plateaux techniques datent de 1950, alors qu'aujourd'hui les technologies ont évolué par rapport aux plateaux techniques, les laboratoires?
Est-ce qu'il y a des espaces d'incubation aujourd'hui sur nos campus pour nos étudiants? Il faut les prévoir. Tout ce qui entre dans les domaines de la prévision, c'est les intrants. Les opportunités d'alternance, est-ce que nous les prévoyons pour nos étudiants? Parmi la qualité des intrants, il faut les normes académiques. Est-ce que dans nos universités, c'est écrit noir sur blanc, voilà telle norme qu'il faut respecter dans cette institution? Les grades des enseignants, tout ça, ça fait partie des intrants. Les grades des enseignants, aujourd'hui, il faut que, dès qu'on ouvre un master, il faudrait un professeur de rang magistral pour au moins assurer la responsabilité scientifique du master. Mais nous n'arrivons pas à le faire. La qualité du curriculum, ça c'est très très important. La qualité du curriculum, c'est elle qui détermine tout. Il faut des enseignants bien formés, des enseignants des rangs magistrales qui en savent très long sur leur discipline, mais des curricula élaborés selon la démarche curriculaire adoptée partout dans le monde. La démarche curriculaire ne consiste pas à prendre un enseignant qui est calé en chimie et qu'il s'asseye dans son bureau pour écrire le programme de chimie. Non. Il doit rentrer dans son curriculum par la description des tâches attendues du professionnel qu'il va former et décliner tout le curriculum de ça. Toujours dans la qualité des entrants, il faut parler aussi de la qualité des entrants au niveau du profil d'entrée des étudiants. Et ça, dans notre système et dans tout système d'enseignement supérieur francophone, c'est le baccalauréat qui détermine le profil d'entrée. Est-ce que le baccalauréat aujourd'hui développe chez les enfants, chez les élèves, des compétences pour bien évoluer sur les campus? Ce sont des interrogations qu'on doit se poser. Ça, c'est des questions d'intrants. Les profils de sortie. À la sortie de l'université, qu'est-ce qu'un enfant ou un jeune doit pouvoir faire? Sur le plan professionnel, sur le plan comportemental et même sur le plan du business. Voilà. La qualité de l'équipe pédagogique, on en a parlé avec les grades des professeurs, mais aussi il faut des pédagogues sur le campus pour aider les spécialistes des disciplines, parce que ce n'est pas leur métier que de s'occuper des techniques pédagogiques, des méthodes pédagogiques. Un des intrants aussi qui peut déterminer la qualité de l'enseignement supérieur, c'est les cadres institutionnels, les règlements des études. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent sur les campus, ils ne savent pas quelles sont les règles qu'il faut respecter. Les textes officiels. Les enseignants doivent avoir les textes officiels. Quelles sont leurs obligations de cours ou d'encadrement des thèses? Tout ça doit être écrit de manière officielle dans des textes partagés par les gens. Tout ça, ça améliore un peu la gouvernance. Et la gouvernance scientifique. Vous ne pouvez pas être dans votre université en train de développer des connaissances et vous évaluer vous-même. Vous devez mettre en place ce que chaque université fait, toutes les grandes universités, toutes les grandes écoles font, c'est de mettre en place des collèges de pairs du domaine qui sont capables de vous donner un jugement de valeur sur ce que vous faites par rapport aux standards internationaux. Donc les comités scientifiques deviennent importants ici. Les comités de lecture des rapports, disons des revues scientifiques. Les articles que vos étudiants ou vos doctorants doivent faire, il faut que quelqu'un regarde. Le regard des pairs, ça vraiment, c'est un élément de qualité dans l'enseignement supérieur. On va passer maintenant au niveau de la qualité, au niveau des modes opératoires, du processus. Et là, vraiment, on a beaucoup d'efforts à faire. La qualité de la gouvernance. Est-ce que nos institutions prennent en compte la redevabilité? Est-ce qu'ils ont des responsabilités ou bien des comptes à rendre à la société? Est-ce qu'ils encouragent la participation de tout le monde, y compris des étudiants, des encadreurs, de la société civile, etc. Est-ce qu'ils font de la reddition des comptes? Tout ça, c'est la qualité des processus. Est-ce qu'on les évalue? Est-ce qu'on fait des audits? Non. Oui, ça arrive maintenant. La culture de l'évaluation, l'efficacité dans la gestion. Est-ce que les entreprises, est-ce que les universités doivent
apprendre à gérer un peu leur université, un peu comme les entreprises. La question s'est posée aujourd'hui. Il y a beaucoup d'outils de gestion des entreprises qui sont utilisés dans les universités les plus performantes, dans les centres d'excellence les plus performants. Il y a des bureaux d'études sur les campus aujourd'hui. Il y a des exigences de rentabilité sur les campus. La gestion axée sur les résultats, elle a été héritée de la gestion des entreprises et elle est transférée dans la gestion académique aujourd'hui. L'ingénierie pédagogique. Dans nos universités, on a des départements, mais il n'y a pas une réflexion globale, pédagogique sur tout ce qu'on fait. Et donc, quand on doit élaborer, par exemple, ou mettre en place de nouvelles offres de formation, il faudrait qu'il y ait une équipe d'ingénierie pédagogique qui est capable de faire la réflexion depuis les besoins jusqu'au contenu des cours et jusqu'au plan des cours. Et que ces plans de cours soient harmonisés entre tous les professeurs. Cette ingénierie est d'autant plus utile qu'aujourd'hui, nous prenons des vacataires qui nous viennent de tous les milieux. Il faut quelqu'un qui est là, qui est capable de dire, vous allez suivre cette logique, et cette logique, elle est garante de qualité dans tous les pays du monde. Donc, l'ingénierie pédagogique, c'est une capacité de chaque institution à élaborer des offres de formation conformes aux standards internationaux. Et c'est un exercice participatif qui a besoin d'expertise. On ne s'assoit pas pour raconter son expérience, pour élaborer les nouveaux programmes. Il y a des disciplines développées par ça, il y a de la recherche qui a été faite sur ça, et on sait aujourd'hui quelles sont les démarches qui permettent d'élaborer un programme cohérent et performant. Toujours dans la qualité des processus ou encore des modes opératoires, est-ce qu'on s'interroge sur les procédures d'évaluation des apprentissages? Aujourd'hui, c'est une catastrophe sur nos campus. Nous évaluons les étudiants selon notre propre sensibilité. Certains font exactement comme eux-mêmes ils ont été évalués dans le temps. Or, l'évaluation, c'est un corps de métier aujourd'hui. C'est une discipline scientifique aujourd'hui. Elle s'impose. Il faudrait que les gens soient formés. La docimologie, les règles de notation des étudiants qui évaluent la vraie performance de l'étudiant, qui ne laissent pas les bons étudiants, qui ne trompent pas les bons étudiants, mais qui ne récupèrent pas les mauvais étudiants non plus. Ce qu'on appelle la validité, la fidélité des tests. Ça s'apprend, c'est des exercices souvent statistiques qu'il faut apprendre. Donc nous ne culpabilisons pas les enseignants en disant qu'ils font des évaluations qui ne sont pas conformes aux normes internationales. Nous ne les culpabilisons pas. Tout le monde n'a pas le même parcours. S'ils n'ont pas fait cette formation, c'est normal. C'est tout à fait normal qu'ils ne fassent pas selon cette démarche. Mais le péché, c'est de croire qu'on peut tout faire sans s'être formé. C'est ça le péché. On peut évaluer aussi la qualité aujourd'hui de l'enseignement supérieur à travers l'usage des TIC, des technologies de l'information et de la communication. Ça, c'est devient un critère indéniable. Vous ne pouvez pas recevoir chaque année 30 000 étudiants sur votre campus et construire autant de bâtiments, former autant de maîtres pour les recevoir. Vous êtes obligé d'utiliser des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation, afin que la plus grande masse puisse bénéficier des modules qu'ils peuvent partager. Par exemple, les troncs communs, on doit les faire sur du support numérique et partager ça avec des centaines et des centaines d'étudiants. Au lieu de demander à des étudiants d'être dans une salle de 500, ils sont 1500, la moitié est dehors. Ensuite, ils n'ont même pas d'écran pour suivre le professeur. Donc aujourd'hui, on peut mesurer, on peut comparer les pays, les universités, les centres d'excellence par rapport à leur exploitation et leur usage approprié des technologies de l'information et de la communication pour régler les problèmes de qualité. La qualité des résultats maintenant, je vais dire effectivement qu'il y a 3 grands compartiments sur la qualité. Les intrants, ce sont les infrastructures, ce qui est donné en premier lieu. Le deuxième compartiment, c'est les manières de faire, les modes opératoires. Et les modes opératoires, on l'a vu tout de suite,
comment on évalue les élèves, comment on enseigne les méthodes, les méthodes par lesquelles on enseigne, comment les contenus sont évalués, comment on aide, on fait de la rémédiation auprès des étudiants, etc. Donc nous allons examiner la qualité au niveau des résultats. La qualité d'une formation se mesure à la compétence des étudiants formés sur leur métier et non nos exercices qu'on leur donne à la fin de l'année ou bien en cours d'année. La compétence doit se mesurer, la compétence d'un mécanicien se mesure sur une machine qui a été conçue pour comporter un problème et que l'étudiant peut résoudre et qu'il aura à résoudre plus tard quand il sera professionnel. Et donc, nos méthodes d'évaluation doivent s'approcher le plus possible de l'exercice de la profession sur le terrain. Donc, on va voir plus tard dans les formations que l'évaluation va se faire sur la base des situations complexes. Les problèmes réels que le professionnel va rencontrer sur le terrain, c'est ce genre de problème qu'il faut lui donner quand tu es en formation et l'entraîner à la résolution de ces problèmes. L'enseignement supérieur n'est pas un bourrage du crâne, mais c'est un apprentissage de connaissances, de pratiques pour résoudre des problèmes. On a donc des compétences professionnelles qu'il faut maîtriser aujourd'hui. Sinon, nous sacrifions nos enfants. Et les compétences de vie, savoir se comporter en public, le respect d'autrui, etc. Les compétences transversales. Aujourd'hui, la saisie des textes, même si on n'est pas secrétaire, on doit pouvoir saisir un texte et le mettre bien en page. Hein? Nos enseignants-chercheurs en savent quelque chose. Beaucoup sont recalés dans leur inscription sur les listes d'aptitudes à cause tout simplement de la présentation du document. Hein? Les CV, la rédaction du CV, c'est une compétence transversale que toute formation doit développer. C'est préparer à un entretien d'embauche. Est-ce que nous pensons à tout ça dans nos universités classiques là? Non. Ce n'est pas normal de ne pas y penser parce que ce sont ces problèmes que les jeunes vont rencontrer sur le terrain. Quand ils doivent passer à un entretien d'embauche, comment ils doivent se comporter? Les compétences comportementales. L'université semble négliger ce compartiment de la formation. Vous ne pouvez pas bourrer les gens, les crânes des gens, et qui se comportent comme des enfants. Hein? Et au point que vous-même, vous n'arriviez plus à gérer la vie commune sur les campus. Les compétences comportementales, les savoir-être, c'est notre obligation. Mais j'entends beaucoup de mes collègues dire, ces enfants, on les a mal éduqués, ils sont venus chez nous mal éduqués. Mais il y a des règles et des pratiques qu'on peut développer en pédagogie qui vraiment gèrent beaucoup les relations entre étudiants et autrui, que ce soit sur les campus ou en ville. C'est souvent, très souvent, c'est des règles de comportement d'autodiscipline. On verra ça plus tard. La qualité des résultats aussi, ça se mesure à l'employabilité des diplômés. Chaque université aujourd'hui, pour être dans les standards, doit publier le pourcentage d'embauche de promotions qui sortent. Vous voyez les centres d'excellence ou bien les écoles privées qui affichent ça. Ça, c'est un critère de qualité au niveau des résultats, le nombre de diplômés employés. J'ai vu des centres d'excellence, donc 80% des étudiants, des sortants sont employés en moins de 6 mois. Et ils ont un dispositif à l'intérieur pour gérer ça, pour savoir où sont partis nos diplômés, ils sont dans quel secteur. Il y en a même qui, lors des cérémonies, présentent le salaire moyen de leurs sortants. J'ai vu à la cérémonie de diplomation d'un programme de master en business administration, où les étudiants, les sortants ont dit, après 1 an, nous avons tous 7 chiffres de salaire. Donc plus d'1 million.
la compétitivité sur le marché national et régional. Vous pouvez mesurer la qualité de vos résultats si beaucoup de vos diplômés sont demandés à la BCEAO, dans les banques. Donc, vraiment, c'est la compétitivité sur le marché parce que ces entreprises ne badinent pas, ils prennent les meilleurs parce que la concurrence est dure. La qualité, aussi, c'est mesure sur l'influence sur le milieu. Si vous êtes dans le domaine de l'agriculture, vous n'avez aucune influence sur l'agriculture malienne. Vous faites de la recherche qui reste dans les laboratoires. On peut mesurer votre qualité parce que vous n'avez pu transférer aucune technologie à la population, aux paysans. Donc, c'est une responsabilité sociale pour les universités d'influencer le milieu professionnel dans lequel ils font la formation. Donc, je voudrais vous remercier pour cette introduction. J'espère qu'il vous a donné le goût d'apprendre beaucoup plus. Nous avons près d'une centaine de diapositives comme ça que nous allons présenter lors des ateliers de formation des formateurs pour les outiller à répondre aux exigences de pertinence et de qualité qu'impose la réforme licence, master, doctorat.